Dans le troisième point, on va maintenant voir comment prendre en charge un client. La prise en charge d'un client. À noter qu'il y a des conditions particulières par rapport à une banque et à une autre. C'est-à-dire qu'il y a des conditions particulières en termes d'âge, par exemple, des conditions particulières en termes de versement initial, par exemple. Il y a des banques qui disent, voilà, avant d'ouvrir un compte, il faut avoir tel âge. Mais ici, la réglementation générale nous dit qu'à partir de 0 ans, quelqu'un peut avoir un compte en banque. C'est lorsque déjà une personne possède une personnalité juridique. Parce que quand on naît, on a une personnalité juridique qui nous est octroyée par l'État dans les 90 jours gratuitement, n'est-ce pas? Le fait d'avoir un acte de naissance, c'est ça une personnalité, une identité juridique que nous avons à ce moment-là. C'est-à-dire que les banques ici, à partir de 0 ans, si une personne a une identité juridique, cette personne peut déjà avoir un compte en banque. Bien sûr que la personne est encore mineure, mais au moins les comptes en banque existent en son nom et puis gérés par ses parents. C'est ça ce qui dit la règle générale. Mais ça dépend aussi d'une banque à une autre, et d'autres banques aussi déterminent l'âge auquel on peut ouvrir un compte pour une tierce personne. Autre condition de particularité, il y a également le versement. Les premiers versements. Il y a des banques qui disent lorsque vous ouvrez un compte, vous devez verser premièrement autant le dépôt initial. Mais la règle générale nous dit ici qu'on ne peut pas exiger, n'est-ce pas, au client de faire un dépôt initial. Parce qu'il peut s'avérer que le client ouvre son compte ici parce qu'il attend un paiement. Quelqu'un l'a promis un transfert, mais ça doit se faire via la banque. Bon, il veut rapidement ouvrir un compte parce qu'il recevra un transfert, n'est-ce pas, par ses comptes. Alors, s'il n'a pas l'argent, nous allons lui demander de déposer obligatoirement pour ouvrir les comptes. C'est-à-dire qu'on va aussi manquer ce transfert qui est également important pour nous, la banque. Donc, on peut ouvrir les comptes pour une personne sans qu'il puisse déposer un solde minimum ou un versement initial. Ça dépend aussi actuellement d'une banque à une autre. Vous allez aussi trouver d'autres banques qui exigent, ok? Mais la plupart des banques aujourd'hui ne l'exigent pas. Ce sont là des conditions particulières. Alors, le reste des conditions ici, nous devons nous renseigner pour mieux connaître les clients. Nous devons mieux connaître les clients. Pour mieux connaître les clients ici, nous devons premièrement passer à la vérification de l'identité du client. Nous devons vérifier l'identité du client, connaître les clients. Comme nous le savons ici chez nous, il y a des documents qui font cours légal pour vérifier l'identité du client. Ici chez nous, nous avons par exemple les cartes d'électeurs, nous avons le passeport, le permis de conduire, etc. Et au niveau peut-être de l'Europe, un peu partout dans les pays organisés dans le monde, on peut également demander à quelqu'un d'apporter une carte de séjour, n'est-ce pas, pour l'ouvrir un compte. Une carte de séjour. Parce que dans la carte de séjour, il y a également une identité. Malheureusement, chez nous ici, on ne le demande pas parce que déjà le système de séjour n'est pas contrôlé. On va voir, il y a tout le monde ici qui est à l'aise dans notre pays. Tout le monde peut entrer et puis sortir comme il veut. C'est que le système de séjour n'est pas contrôlé. Du coup, nos banques également ne demandent pas les cartes de séjour pour ouvrir des comptes aux clients. Mais ailleurs, on peut demander des cartes de séjour, on peut demander même des titres de séjour. Alors, il faut vérifier cette fois-ci, lorsque nous demandons ces informations représentant l'identité de la personne. Lorsque les clients nous présentent une carte, nous devons faire attention. Nous devons vérifier le visage se trouvant dans la carte et la personne physique qui est devant nous. Il faut vraiment très bien vérifier. Parce qu'il peut aussi s'agir d'une usurpation de l'identité. Quelqu'un entre peut prendre la carte d'une autre personne et venir ouvrir un compte parce qu'il sait que cette personne bénéficiera d'un paiement, par exemple. Afin d'éviter l'usurpation de l'identité, ici, nous devons bien vérifier le visage de la personne physique et celui se trouvant dans la carte. Après avoir vérifié l'identité du client, nous devons également vérifier ou justifier le domicile du client. Nous devons vérifier ou justifier le domicile du client. Le client, il reste où? Et pour cela, il y a des documents également qui nous permettront de justifier, n'est-ce pas, le domicile du client ici. Par exemple, une personne paisible, c'est celui qui paye ses impôts. Il y a les avis d'imposition.
qui peuvent nous permettre d'identifier le domicile du client. Il y a les quittances des loyers. Lorsqu'on paie les loyers, il y a un carnet des loyers comme ici chez nous, où les bailleurs signent aussi, les locataires signent, n'est-ce pas? Cela peut aussi nous permettre de confirmer l'identité ou le domicile du client en fait ici. Le domicile du client. Il y a des factures de consommation d'énergie, électricité par exemple, eau. Et si le client n'a pas un demeure stable, si le client n'a pas une demeure stable, ici le client peut nous apporter une attestation d'élection de domicile. Et dans les endroits où on héberge les gens, les clients peuvent également nous apporter une attestation d'hébergement, afin que nous puissions ouvrir pour ces derniers un compte. Mais aussi, nous devons vérifier les capacités financières du client. La vérification des capacités financières du client. Peu importe son rang social, mais nous devons savoir qu'est-ce qu'il fait pour gagner les sous. Parce qu'en venant ouvrir un compte en banque, nous entendons que la personne gagne quelque chose, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que la personne fait pour gagner les sous, pour gagner de l'argent? Nous devons connaître l'activité du client. Nous devons également connaître qu'est-ce que le client peut gagner chaque mois. La vérification des capacités financières du client. Qu'est-ce que le client peut gagner chaque mois? Ici, nous le parlons un peu comme ça pour avoir l'idée, n'est-ce pas? Mais si peut-être vous êtes aujourd'hui dans une banque, vous allez voir qu'il y a des formulaires que chaque banque a déjà mis en place, où il y a de telles questions, n'est-ce pas, que vous allez poser au client. Nous devons connaître le flux entrant et sortant du client. Le client peut faire combien de mouvements, ok? Le client peut faire combien de mouvements par mois, en termes de montant, en termes de sommes, il peut faire entrer combien et sortir combien. Le flux entrant et sortant, ça peut aller autour de combien? On a même parlé de ça hier, lorsqu'on devrait contrôler les blanchiments des capitaux. Donc, on doit connaître les capacités financières du client. Et ça dépend. Il y a encore d'autres exigences que d'autres banques les font aussi de leur manière, n'est-ce pas? Mais ici, nous parlons un peu de la généralité. Nous devons connaître les capacités financières des clients. Et encore, les clients, comme il ouvre son compte, il y a encore un autre élément important que nous devons connaître ici. C'est la vérification des spécimens. Les clients doivent nous déposer ces spécimens. Nous devons obtenir les spécimens des clients dans toutes ses formes possibles. C'est-à-dire qu'on demande aux clients de se tenir debout, nous faire un spécimen, de se mettre assis, de s'asseoir, excusez-moi, de nous faire un spécimen. C'est important, nous avons besoin de connaître les spécimens de notre client. Donc les signatures en fait. Spécimen, les signatures de notre client. Parce que ça, c'est l'élément clé que nous met en contact avec les clients. C'est l'élément clé qui nous met en contact avec le client. Parce qu'on peut payer notre client sans l'avoir vu, n'est-ce pas? Mais par les moyens de ses spécimens, par les moyens de sa signature. C'est-à-dire qu'ici, le client peut acheter un carnet chéquier, il peut se décider de payer une personne, n'est-ce pas? Par les chèques. Mais les chèques, qu'est-ce qui rassure à la banque afin de servir les chèques? C'est la signature ou les spécimens. C'est la signature. Donc nous devons vérifier la signature de notre client ici. Il y a des banques, ça dépend d'une banque à une autre. Vous allez voir d'autres banques qui donnent aux clients un formulaire où il y a même 4 cases, 8 cases que le client doit signer dans chacune des cases, voir un peu à quoi ressemble sa signature dans toutes les positions possibles. Les spécimens des clients. C'est un élément important ici. Alors nous devons savoir aussi qu'un compte individuel ouvert pour un client, lorsqu'un compte individuel est ouvert pour un client, pour identifier l'élément qui nous permet, nous, la banque, d'identifier les clients ici, avec son compte individuel, l'élément là, on l'appelle titulaire du compte. Parce que lorsqu'on parle de titulaire du compte, c'est l'élément permettant d'identifier les propriétaires du compte. Lorsqu'il s'agit d'un compte individuel, on l'appelle titulaire de compte, les propriétaires des comptes. Et quand on veut citer les noms des propriétaires des comptes, parce qu'on a parlé titulaire des comptes, on met des points. C'est comme ça dans les documents bancaires. Vous allez le voir si vous consultez les bordereaux. Titulaire des comptes, on met des points. Le nom ici ou l'identité du client doit être précédé de ses civilités. Monsieur, madame ou mademoiselle si possible. L'élément permettant d'identifier
les propriétaires du compte, ici, on appelle titulaire du compte. Lorsqu'il s'agit d'un compte individuel, titulaire du compte. Et lorsqu'il s'agit d'un compte consolidé ou un compte appartenant à une personne morale, parce que généralement derrière une personne morale, il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas? Il y a les actionnaires. Et tout le monde a besoin d'avoir l'accès à la gestion de ces comptes. Ce sont des types de comptes où avant que l'argent puisse sortir, on a besoin des signatures d'au moins 3 ou 4 différentes personnes. Alors ces types de comptes, pour identifier en fait les propriétaires de ces comptes, les propriétaires de ce type de comptes, c'est toujours des personnes morales. Alors pour les identifier, cette fois-ci on ne parle pas des titulaires des comptes, parce qu'on aurait parlé des titulaires des comptes si ça appartenait à une personne physique individuelle. Cette fois-ci on va parler de l'intitulé du compte. L'intitulé du compte, c'est un élément permettant d'identifier les propriétaires d'un compte personne morale ou un compte consolidé. L'intitulé du compte. On a dit l'intitulaire du compte, c'est l'élément permettant d'identifier les propriétaires du compte personne individuelle, ok? S'il s'agit d'un compte individuel, n'est-ce pas? Titulaire de compte, parce qu'on sait qu'il y a un titulaire. Titulaire de compte, c'est l'élément qui permet d'identifier les propriétaires du compte. Alors, intitulaire du compte, c'est l'élément qui nous permet d'identifier également les propriétaires du compte, mais cette fois-ci pour un compte personne morale ou un compte consolidé. Ça va? Alors, revenons maintenant ici pour un compte individuel. Nous devons savoir qu'un compte individuel peut également bénéficier d'une procuration. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un compte, il peut désigner une tierce personne pour la gestion de son compte. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a un compte peut désigner une tierce personne pour la gestion de son compte. Cette personne peut désigner sa femme, peut désigner son enfant s'il est un enfant adulte, et peut aussi désigner une autre personne même qui est loin de sa famille. Ça dépend de leur convenance, avec cette personne. C'est-à-dire que notre client ici se décide, il dit, je donne procuration ou je donne signature dans mon compte à une tierce personne. C'est-à-dire que même quand je ne suis pas là, celle-ci peut venir sans mon appel, sans mon approbation, retirer et déposer dans mon compte. On appelle ça procuration. Alors, notre client peut aussi donner une procuration à une tierce personne, ici dans les comptes. Mais à noter que, au moment où nous apprenons que notre client principal ici est décédé, peu importe ses déclarations avant de mourir, cette procuration cesse d'être valable. Nous ne pouvons plus servir la personne ayant la procuration parce que notre client principal ici est décédé. La procuration n'est plus valable. Si la banque servit à cette personne, alors il y a des conséquences comme nous allons voir. Ici maintenant, lorsque notre client principal est décédé, généralement, quand une personne est décédée et qu'il avait des réserves importantes dans la vie, chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle les conseils familiales. Le conseil familial va se réunir afin de choisir un liquidateur ou un successeur à la personne. Cette personne qui viendra cette fois-ci signer au compte du défunt ou de la défunte. Alors, la famille va désigner un successeur. Ce sont les responsables de la famille, n'est-ce pas, qui vont signer pour désigner un successeur. Alors, le fait de désigner un successeur, il y a un PV que la famille va tracer. Ce PV est appelé acte de succession. Et ce PV doit être légalisé ou notarié auprès des services notaires, moyen des éléments, comme par exemple les certificats de décès et les pièces d'identité des membres des familles ou des responsables des familles ayant signé le PV ou ayant signé l'acte de succession. Ce sont des éléments qui permettront aux services notaires de notarier ces documents. Voici la démarche que les clients doivent faire cette fois-ci afin que nous puissions les servir. Pourquoi on doit renoncer à cela? Parce qu'il peut s'avérer que la personne à qui notre client de son vivant avait fait confiance n'était qu'une flatteuse, par exemple. Au moment de la mort de notre client principal, cette dernière va prendre de l'argent de notre client pour l'amener à des fins qui lui sont propres, peut-être au détriment des héritiers de premier degré. Or, notre objectif ici est que nos clients ne soient pas lésés. C'est comme ça que les banques travaillent aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un cheval de bataille pour les banques. Et qu'on doit sécuriser nos clients à tout prix. Même après leur mort, leur famille directe doit être sécurisée. Voilà la démarche que la personne. Parce qu'on sous-entend que la famille
On ne va pas quand même choisir une personne, ok, qui viendra malmener les héritiers du premier degré. Cette personne, après avoir obtenu cet acte de succession légalisé auprès des services notaires ou notariés, cette personne ne peut pas aussi venir à la banque parce qu'on ne va pas d'abord les servir aussi. Elle doit encore passer à une autre étape. Cette fois-ci, la personne doit se rendre au ministère de la Justice. Les gens qui ont fait des droits savent un peu cela. La personne doit obtenir un document qu'on appelle la composition familiale auprès du ministère de la Justice. La composition familiale. Et pour obtenir cette composition familiale, la personne devra apporter normalement l'acte de succession notarié et les éléments qui attestent la composition familiale. Nous connaissons tous les éléments qui attestent la composition familiale. Ce sont les actes de mariage, les actes de naissance, etc. Ce sont des éléments qui attestent la composition familiale. En ce moment, ici, le ministère a besoin d'identifier les personnes directes de notre client. S'il était marié, il avait une femme ou un mari, il avait des enfants, etc. Connaître ces personnes qui sont directes à notre client. Autrement dit, les héritiers de premier degré. Connaître ces personnes. Et si la personne n'a pas des héritiers de premier degré, on va cette fois-ci connaître les héritiers de second degré. La banque a besoin de connaître les héritiers directs de cette personne. C'est lorsque la personne choisie comme liquidateur ou successeur à notre client ici obtient une composition familiale. Maintenant, cette personne peut se rendre maintenant à la banque pour récupérer leurs réserves. Mais quand cette personne va se rendre à la banque, il est aussi important pour nous, la banque ici, il est conseillé pour nous que cette personne se présente avec au moins 2 membres de la famille responsables ayant signé l'acte de succession. Et même si les héritiers des premiers degrés sont peut-être mineurs, mais au moins ils doivent aussi être représentés parce qu'ils font partie de la composition familiale. Même une personne d'entre elles, des héritiers des premiers degrés, doit aussi être là, afin que la banque puisse servir la personne choisie comme un liquidateur. À ce moment, déjà, la banque est dégagée. Vous voyez déjà que le gouvernement a déjà fait, a notarié, a aussi donné une composition familiale. La banque est déjà dégagée, n'est-ce pas? Mais la banque aussi a aussi souci que les héritiers soient servis. Alors, il a besoin de voir les héritiers directs avant qu'ils puissent libérer la réserve qui était dans la banque. Il est même recommandé ici qu'après la libération, nous puissions, s'il s'agit d'un montant important, n'est-ce pas, nous puissions prendre une photo avec cette famille. Ce sont des éléments qui permettent également à la banque de se défendre un jour si il y aura d'autres héritiers de premier degré qui vont sortir pour dire que non, l'argent de notre père ou de notre maman a été mal utilisé par la banque a donné à des personnes qui ne devraient pas normalement percevoir. Et il y a un procès, il y a des grands procès dans ces histoires. Et si nous, la banque, on n'avait pas respecté cette procédure, alors on va en pâtir, on va restituer cet argent, on va rembourser. Donc nous devons suivre cette procédure afin de protéger aussi la banque vis-à-vis des cours et tribunaux, vis-à-vis de la loi, afin que nous ne puissions pas en pâtir. Alors il faut aussi savoir que l'ouverture de ces comptes doit normalement ici, la réglementation générale nous dit ici que l'ouverture des comptes doit être motivée par une correspondance de la part du client qui dit voilà, je veux que vous puissiez domicilier pour moi un compte. Sauf qu'aujourd'hui, un peu partout, nous allons voir dans nos banques, c'est difficile que quelqu'un puisse écrire une lettre afin d'ouvrir un compte. Pourquoi? Il y a une chose que je voulais préciser. Vous avez dit que lorsque le conseil des familles, le conseil familial s'est réuni pour désigner une personne, Un successeur. un successeur, voilà. Donc c'est à travers un acte de succession Ils vont tracer un acte qui sera déclaré par un service notaire. compétent. Et après cela, quelle sera la suite? La banque va directement, après cet acte-là, va permettre à cette personne à faire l'ouverture de compte. Il y aura Non, non. encore d'autres Il procédures. y a encore une autre procédure. Nous avions dit que lorsque cette personne parvient à légaliser, n'est-ce pas, l'acte de succession ou le PV de succession tracé par la famille, cette personne doit également se rendre au ministère de la Justice et obtenir cette fois-ci une composition familiale. Cette composition familiale permettra à la banque de connaître les héritiers directs. Et les éléments qui vont permettre au ministère de la Justice ici de constituer une composition familiale, ce sont les actes de naissance, les actes de mariage, etc.
C'est ça la deuxième démarche que cette personne doit suivre. C'est en ce moment-là qu'on peut déjà accepter de recevoir cette personne dans nos bureaux afin de lui servir la réserve de leur frère. Cette personne a même le pouvoir de dire que voilà, je ferme ce compte ou je modifie ce compte à mon nom. Ok? Je modifie ce compte à mon nom. Et je commence à les gérer. Il gère aussi l'argent qu'il y a à l'intérieur. C'est lorsque la personne suit cette démarche. Ça va? Alors, à noter aussi que la réglementation générale ici nous dit que lors de l'ouverture d'un compte, le client doit adresser une correspondance à la banque. Une correspondance motivée où il va dire que voilà, je veux que vous puissiez domicilier pour moi un compte. C'est important pour la banque parce qu'au moment où il y aura les différends entre nous, les clients, ça nous permettra en fait de nous mettre devant les causes et tribunaux pour dire que voilà, ces clients lui-même étaient venus demander l'ouverture des comptes ici chez nous. C'est important pour la banque. Mais un peu pratiquement, nous allons voir que c'est difficile cette histoire dans le terrain. Pourquoi? C'est parce que nous savons un peu que nous avons une attitude de lassitude, ok? Une attitude très à c'est-à-dire qu'on n'aime pas trop travailler. Quand on se rend dans une banque, on nous demande d'écrire une lettre pour ouvrir les comptes. Déjà, nous, on trouve ça un problème. Hein? Et surtout, nous, les Quinois, là, pour écrire des lettres, on a besoin des prototypes. On a besoin qu'on nous donne. On appelle ça comment modèle, voilà. Mais les modèles, là, déjà, tout est écrit, vous allez directement remplacer votre nom. Donc, on a besoin des prototypes seulement pour remplacer les noms. On ne sait pas faire des correspondances. La majorité des Quinois, hein, nous sommes comme ça. On ne sait pas faire des correspondances. Même pour écrire une lettre de demande d'emploi, on doit aller chercher un prototype. Ou on a déjà écrit une lettre de demande d'emploi. On ne sait pas que la lettre, ce sont nos motivations que nous devons mettre là-bas, à l'intérieur. Du coup, cette personne à qui est demandé qu'il puisse écrire une lettre pour la domiciliation de son compte, il va dire, bon voilà, je rentre, je vais écrire une lettre, je viendrai avec ça demain. Mais du coup, il est déjà fatigué, il commence déjà à penser qui allait voir généralement pour écrire cette lettre. Et en ce moment, il trouve une autre banque qui dit que non, non, chez nous, on n'écrit pas des lettres pour ouvrir des comptes. On a déjà fait des formulaires où il y a déjà toutes les mentions possibles. Vous allez directement remplir les formulaires et puis signer. Non, nous allons perdre ces clients parce qu'il ira là-bas, là où on n'écrit pas de lettres. C'est là où le client partira. Du coup, aujourd'hui, les banques, pour des personnes physiques, ne demandent pas vraiment des lettres pour ouvrir des comptes. Car dans les formulaires que les clients remplissent, il y a toutes les mentions possibles, ok, qui garantissent à la fois la banque et les clients. Alors, pour la fermeture des comptes aussi, pour la fermeture des comptes également, ça doit être motivé d'une correspondance. Cette fois-ci, ça peut être de la banque ou du client. Le client peut se dire, voilà, pour des raisons ou des convenances personnelles, je ne vais plus continuer à travailler avec votre banque. Et puis le client est libre. On peut quand même demander au client pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'on doit quand même flatter une personne. On ne peut pas quand même laisser partir les clients. Mais au moins, s'il insiste, on doit clôturer les comptes et demander au client de payer les frais liés à la clôture des comptes. Si nous demandons des frais, ça dépend d'une banque à une autre. Mais aussi, la fermeture du compte des clients peut aussi être motivée de notre côté, nous, la banque. Comme on a dit lorsque peut-être les clients entrent dans un solde débiteur, n'est-ce pas? Il y a déjà là une naissance des problèmes. Il y a la naissance d'indifférence à ce moment-là. C'est-à-dire que nous pouvons également envisager de clôturer les comptes des clients, d'arrêter de collaborer avec ces clients parce que les clients nous amènent déjà des problèmes à la longue. Ce sera des grands problèmes. Du coup, pour éviter les problèmes, on peut également arrêter de collaborer avec ces clients. Mais cette fois-ci, s'il s'agit de la banque donne d'abord un préavis au client. Et le préavis, on avait dit, c'est de 2 mois, afin que la banque puisse clôturer les comptes du client. Là, nous avons parlé de troisième partie et puis on a fini. Maintenant, on va parler de la quatrième partie où on parle des diagnostics financiers. Ok? Diagnostic financier. Vous allez voir un peu, il y a plusieurs éléments là-bas. Et jusqu'à la cinquième partie où on parle de la gestion du risque. Enfin, diagnostic financier, gestion du risque financier, ok, c'est la même chose. Diagnostic financier, gestion du risque financier, c'est là où on va parler. Alors c'est ici que on va expliquer ces deux points-là, ces deux parties. Nous irons jusqu'à la page 19.
où on parle de contrôle, de gestion des risques. Gestion des risques, voilà, la page 19, la partie 6. Hein. La partie 6, on parle de gestion du risque. La sixième partie. Alors c'est ici où l'autre élément va maintenant intervenir. Parce que ici, dans l'Emmanuel parle beaucoup plus de la partie financière, n'est-ce pas? Ça parle des diagnostics financiers, des risques financiers, etc. Les risques qui est beaucoup plus développé ici, c'est les risques financiers. Mais du coup, après avoir consulté ce manuel, j'avais suggéré, j'avais proposé en fait, qu'on puisse d'abord se familiariser avec les risques de manière générale. Okay? Quels sont les risques auxquels sont exposées les banques? Les banques sont exposées à quel type de risques? Raison pour laquelle j'avais demandé qu'on vous envoie un élément qui parle de gestion des risques, n'est-ce pas? J'espère que vous avez l'élément. Donc nous allons d'abord parler de gestion des risques et puis nous allons revenir dans le manuel à la page 19 pour continuer maintenant avec les risques financiers. Alors, vue d'ensemble de la gestion du risque. La gestion du risque est ancrée dans la culture et le travail quotidien de tous les employés de la banque. Elle est également énoncée de façon plus formelle dans la politique sur la gestion du risque d'entreprise qui crée des conditions propices permettant à la banque de prendre des décisions éclairées en tenant compte des risques, conformément à la vision de l'institution, en son plan à moyen terme et à son appétit pour les risques. L'appétit pour les risques. Ici, lorsqu'on parle de l'appétit pour les risques, c'est pour la société ou pour la banque une façon de s'attendre au risque, n'est-ce pas? L'appétit pour le risque. C'est-à-dire que la banque sait qu'en travaillant, je cours aussi des risques, n'est-ce pas? Alors, elle s'attend à gérer ces risques. La banque est exposée à des risques, n'est-ce pas? À plusieurs types de risques. Bien que les mandats ne parlent de risques financiers seulement, mais la banque est exposée à plusieurs types de risques. Et généralement, on peut parler de trois types de risques. Mais actuellement, récemment, ici en 2022, ici vers le deuxième mois, avec les nouvelles études au niveau des banques, okay, les études actualisées, on nous parle que les banques sont exposées désormais aux quatre types de risques. Auparavant, on parlait des trois types de risques, mais actuellement, on parle des quatre types de risques auxquels sont exposées les banques. Les risques que nous allons voir. Alors ici, nous allons voir comment est-ce qu'une banque peut mettre en place une politique de gestion des risques. Déjà, on doit savoir que la politique de gestion des risques définit de manière générale l'objectif et les attentes visant une gestion efficace des risques d'entreprise au sein de la banque. C'est ce que vise ici la politique de gestion des risques. Alors, cette politique de gestion des risques constitue ce qu'on appelle, dans sa gouvernance, elle constitue ce qu'on appelle des lignes de défense. Des lignes de défense. Nous devons être attentifs ici parce que c'est vraiment la partie, parmi les parties les plus importantes ici. Pour mieux gérer cette politique de gestion des risques, les banques se constituent de lignes de défense. C'est comme quand on est dans une guerre, n'est-ce pas? Il y a des fronts, non? Premier front, deuxième front. C'est-à-dire que si le premier bataillon est tombé, au moins le deuxième bataillon peut encore tenir, n'est-ce pas? Le temps que les renforts puissent venir. Et les banques, ou les sociétés également, ce n'est pas des sociétés organisées. Comme les banques sont plus organisées que les sociétés, d'autres sociétés, nous avons dit déjà au départ, c'est-à-dire que les banques constituent ici des lignes de défense pour la gestion du risque. Les banques recourent au modèle fondé sur les trois lignes de défense. Les trois lignes de défense. On va parler de ces trois lignes de défense et connaître l'importance de chacune des lignes de défense ici pour la gestion du risque, de ces quatre types de risques que nous allons citer tout à l'heure. Prenons ici la première ligne de défense. La première ligne de défense ici, pour la gestion des risques d'une banque, a pour principale responsabilité, ok, cette première ligne de défense a pour principale responsabilité d'identifier et de gérer les risques. On se comprend? Cette première ligne de défense a pour principale responsabilité d'identifier et de gérer les risques.
avant de combattre un ennemi, il faut les connaître, n'est-ce pas? Il faut l'identifier. Alors la première ligne de défense ici a pour objectif d'identifier et gérer les risques. Prenons un exemple de comment identifier les risques. Parce que le banque met des prévisions budgétaires en place pour la gestion des risques. Il y a un groupe d'analystes dans le banque qui sont là pas pour faire autre chose, ne sont pas là pour faire perdre des retraits, servir des clients, ils sont là pour réfléchir aux risques dont les banques sont exposées et proposer également des solutions. Donc ils sont là pour réfléchir, identifier les risques. Un groupe de réflexion pour gérer les risques. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier un risque ici? Faisons un peu d'analyse. Comment est-ce qu'on peut identifier un risque? Nous savons que les banques investissent généralement, les investissements principaux, les investissements principaux de la banque, ici c'est les crédits, parce que la banque donne des crédits aux tierces personnes. Cela est un investissement principal pour la banque. Parce que les crédits sont remboursés avec les intérêts. Et deuxièmement, c'est dans les marchés des liquidités, des devises. L'achat et la vente des devises également. C'est aussi une affaire importante pour la banque. Alors parlons un peu par exemple dans les marchés des devises. Nous remarquons que actuellement le dollar perd plus de la valeur par rapport au dollar. Les analystes sont maintenant en train d'analyser, n'est-ce pas, pour identifier les risques. Il remarque que le dollar perd de la valeur sur le terrain. C'est-à-dire que là, il y a là ce qu'on appelle une dépréciation monétaire. La monnaie, elle est dépréciée sur le terrain par rapport au dollar. Alors, nous travaillons sur les marchés des devises. C'est-à-dire que la ligne où l'on va, si l'on s'approvisionne des devises, des dollars, plus ou nombreux, beaucoup de devises de dollars, on peut connaître des pertes. Ces pertes-là sont des risques, n'est-ce pas, auxquels la banque est exposée. Ça, c'est identifier un risque, n'est-ce pas? Ils ont identifié un risque de loin. Alors, quand on dit la première ligne de défense, il a pour principale responsabilité ici d'identifier les risques et les gérer. C'est-à-dire qu'après avoir identifié ces risques, il les gère aussi, n'est-ce pas? Il prend du coup une décision. Du coup, on ne peut pas s'approvisionner dans ces devises des dollars, car ces devises est en train de connaître une dépréciation sur les marchés. Les risques ont été identifiés et il a aussi été géré par cette première ligne de défense. Mais on dit encore, on dit la première ligne de défense a pour principale responsabilité ici d'identifier et gérer les risques, notamment en mettant en œuvre des contrôles conformément aux politiques, cadres et l'appétit pour les risques qui y sont associés. Comme nous avions dit, cette ligne de défense est composée de la direction du personnel et des départements. Il y a des départements, des directions, etc. Ce sont ces analystes qui constituent la première ligne de défense. Cette ligne de défense qui a pour objet d'identifier les risques et les gérer. Ça va? Le risque est identifié, n'est-ce pas? Et puis, on les gère. On a déjà vu que non, si on investit beaucoup plus dans ces marchés ici, on va connaître des pertes car ces marchés est en train de se déprécier progressivement ou à une vitesse de autant de pourcentage. C'est déterminé en termes de pourcentage. Alors avec cette vitesse ici, on ne peut pas investir à long terme. Du coup, on n'investit pas. On a identifié les risques et on a géré pour que la banque ne puisse pas tomber dans ces risques. Maintenant, la deuxième ligne de défense vient. On dit, la deuxième ligne de défense ici établit les normes. La deuxième ligne de défense établit les normes, fournit des conseils et formule des critiques à l'intention de la première ligne de défense. Nous avons un peu compris cette littérature. La deuxième ligne de défense établit les normes, fournit des conseils et formule des critiques à l'intention de la première ligne de défense. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ici? La deuxième ligne de défense ici va établir des normes. C'est-à-dire que, comme les risques est identifié, n'est-ce pas, par la première ligne de défense, il est aussi géré dans un premier temps. Mais la deuxième ligne de défense maintenant va établir des normes. Va dire que désormais, par rapport à ces risques, voilà comment est-ce que le personnel doit se comporter, n'est-ce pas, pour mieux fuir ces risques. C'est ça établir les normes. Fournir aussi des conseils et formuler des critiques à l'intention de la première ligne. Quand on dit maintenant formuler des critiques ici, c'est-à-dire que la première ligne a détecté une menace, a détecté un risque. Il a identifié les risques.
Et il a géré les risques. Il a dit qu'on ne peut pas s'approvisionner dans ces devises de dollars. Mais la deuxième ligne de défense va aussi voir s'il y a possibilité de formuler des critiques à l'intention de la première ligne. Dire que bon, voilà, vous avez détecté les risques, c'est bien, et c'est un risque. Mais si on se dit de s'en détourner totalement contre les dollars, or les dollars aussi c'est quand même important, et ailleurs un peu dans quelques pays également, les dollars font encore rage. Donc, s'approvisionner dans les dollars, c'est aussi important. Et cette fois-ci, comme le dollar court des risques, on va s'approvisionner de dollars. Si auparavant on s'approvisionnait des dollars à 20%, cette fois-ci on va les faire à 5%. N'est-ce pas? Ça c'est fournir, ça c'est établir les normes, non? Ils ont établi les normes, mais les normes critiquent également la première ligne de défense qui avait dit qu'on ne puisse pas s'approvisionner dans ces devises de dollars. Car on dit l'œuvre humaine ne manque pas d'imperfection, c'est-à-dire que ça doit être complété aussi. On est là pour se compléter. C'est ça la deuxième ligne de défense. Elle établit des normes, elle fournit des conseils et formule des critiques à l'intention de la première ligne de défense. Mais si on doit comprendre ici, comme elle établit des normes, cette deuxième ligne de défense dans une entreprise, on peut les donner la partie législatrice ou les législateurs. C'est la partie qui établit des normes sur le fonctionnement de la société ou de la banque. Il dit que non, les agents doivent se comporter de telle façon. S'il faut percevoir, par exemple, les dépôts, en dollars, on ne doit pas dépasser, par exemple, tel montant, Ce sont des normes, n'est-ce pas, qui ont été fournies par la deuxième ligne de défense. Ce sont des législateurs, n'est-ce pas, de la société ici. Les gens qui font des normes de la société pour un bon fonctionnement. Il constitue ici la deuxième ligne de défense. La partie législatrice. Mais on dit encore ici, cette deuxième ligne de défense, bien qu'elle établit des normes, elle fournit des conseils et formule des critiques à l'intention de la première ligne. En outre, elle supervise la gestion des risques en fonction des politiques, des cadres et de l'appétit pour les risques qui y sont associés. Cette ligne de défense est composée du chef de la gestion du risque, du bureau des risques d'entreprise, du bureau de surveillance des risques financiers, ainsi que d'autres unités internes qui comptent à l'atténuation du risque parmi leurs fonctions essentielles. Donc, la première ligne a détecté une menace. La deuxième ligne a établi des normes, comment travailler afin que cette menace ne puisse pas frapper totalement la banque. C'est ça la politique de gestion des risques. Il y a encore la troisième ligne de défense. Cette fois-ci, la troisième ligne de défense, on dit la troisième ligne de défense évalue de façon objective les processus de gestion de risque, de contrôle et de gouvernance. Elle offre également des conseils sur la conception et la mise en œuvre de ces processus, tout en préservant son indépendance. C'est le terme clé, tout en préservant son indépendance. Cette ligne de défense est constituée de la fonction vérification interne de la banque. Si on doit comprendre ici, cette ligne de défense, on peut dire que c'est quoi? C'est l'inspection. L'inspection au sein de la banque. Donc, les contrôles internes de la banque, c'est qu'il y a, quand on parle de contrôles internes dans une entreprise, on voit l'inspection, on voit aussi l'audit, n'est-ce pas? La partie inspection et la partie audit. Donc la troisième ligne de défense ici pour la banque, c'est l'inspection et l'audit. On doit dire l'audit et l'inspection parce que l'audit vient avant l'inspection. L'audit, c'est la partie qui vient pour conseiller, mais l'inspection, c'est une brigade. Les inspecteurs sont des militaires, n'est-ce pas? Un inspecteur, quand il vous attrape, il vous sanctionne. Vous êtes sanctionné. Parce que la deuxième ligne de défense a établi des normes. Il a dit désormais, afin que nous ne puissions pas tomber dans ces risques, voilà comment est-ce qu'on doit se comporter. Voilà ce que nos agents doivent faire. Mais maintenant, vous, agents sur le terrain, vous ne faites pas ce que la deuxième ligne de défense a demandé de faire. Mais il y a une troisième ligne de défense qui vous contrôle, n'est-ce pas? C'est l'inspection. Cette fois-ci, l'inspection est là pour suivre l'applicabilité des normes fournies par la deuxième ligne de défense. Donc la troisième ligne de défense ici a pour objectif de suivre l'application, de maintenir l'application des normes fournies par la deuxième ligne de défense
voir comment est-ce que le personnel est en train d'obtempérer par rapport aux normes fournies à la deuxième ligne de défense. Si le personnel n'obtempère pas, alors ils connaissent des sanctions. Il y a des sanctions qui seront prévues, par exemple dans les normes IGRH de chaque entreprise. IGRH qui veut dire instruction de gestion des ressources humaines. Donc la troisième partie, ou la troisième ligne de défense ici, a pour objectif de faire le suivi de l'application des normes fournies par la deuxième ligne de défense vis-à-vis du personnel au niveau interne. Donc il s'agit là de l'audit et de l'inspection interne. Alors, nous allons citer les principaux risques auxquels la banque est exposée. La banque est exposée principalement, aujourd'hui, on peut dire, à quatre types de risques, aux quatre types de risques. Premièrement, il y a les risques stratégiques. Les risques stratégiques. Ici, pour ne pas aller dans trop d'explications, si on veut comprendre simplement les risques stratégiques, nous devons savoir que les risques stratégiques sont des risques, qui en découlent des facteurs externes. Ce sont des menaces externes. Ça va? C'est-à-dire que comme on a détecté peut-être les problèmes de devises, n'est-ce pas? C'est un problème externe, non? C'est un problème qui vient de l'extérieur. Ça ne prend pas naissance à la banque, ok? Ce sont des risques stratégiques, des risques qui viennent des facteurs externes, des risques stratégiques. Et ici, il faut lire dans la littérature, là-bas, on dit les risques stratégiques découlent des facteurs externes, tels que des changements d'envergure dans l'opinion publique, par exemple, des changements d'envergure dans l'opinion publique. Nous avons peut-être mis en place un système de crédit avec un taux d'intérêt, mais l'opinion publique il dit que non, nous on ne supporte pas ce taux d'intérêt. Et puis il faut peut-être des marches, et tout ça, c'est les changements d'envergure de l'opinion publique. C'est un risque auquel la banque est exposée. Parce que si pendant qu'il y a cette marche, il y avait des gens qui avaient déjà des crédits, n'est-ce pas? C'est un problème, c'est un risque auquel la banque est exposée. Et aussi, c'est sur base des intérêts que la banque aussi calcule sa rentabilité. C'est un risque, mais cela vient des facteurs externes. Ces risques opérationnels et ces risques plutôt stratégiques peuvent également en découler de la modification des paramètres économiques ou juridiques. Modification des paramètres économiques ou juridiques par l'État. Ou paramètres économiques directement par la Banque centrale qui propose, n'est-ce pas, la politique monétaire. La Banque centrale peut mettre en place de nouveaux paramètres, n'est-ce pas? Et ces paramètres peuvent aussi mettre notre banque en difficulté. Ce sont là des menaces qui viennent de l'extérieur. Et ces risques sont susceptibles de remettre en question les hypothèses, même au fondement de la mission de la banque. Des risques stratégiques. Et la banque gère des risques stratégiques en analysant continuellement son environnement et en maintenant de vastes réseaux de relations à l'échelle nationale et internationale. Nous avons dit qu'il y a un groupe d'analystes, n'est-ce pas, qui sont là pour analyser. Et c'est comme ça que la banque s'en prend pour des risques stratégiques, par exemple. La banque gère les risques stratégiques en analysant continuellement l'environnement. L'environnement doit être continuellement analysé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement? Ici, nous devons comprendre que tout ce qu'il y a dans l'extérieur comme marché, ça concerne la banque, on avait dit hier, n'est-ce pas? Si par exemple ici nous voulons détecter un risque qui peut être environnemental ou un risque stratégique toujours, on voit sur le terrain, nous avons des clients qui importent par exemple le maïs de l'étranger pour le vendre ici à Kinshasa. Mais du coup, on attend un programme gouvernemental qui dit Bukangalonzo. Bukangalonzo va mettre en place les maïs. Cependant, nos clients importent déjà des maïs de l'extérieur vers Kinshasa et ils ont des prix qu'ils mettent par rapport à cela. Mais quand Bukangalonzo va lancer, si c'est un lancement à grande envergure, c'est-à-dire que les prix de Bukangalonzo ne seront pas les mêmes prix que le maïs importé ici par nos clients. C'est un risque, n'est-ce pas, pour nos clients, mais un risque aussi pour la banque. Parce que les clients dépendent de la banque. La banque doit maintenant gérer ces risques. Quand ces risques sont identifiés, comment les gérer? C'est en mettant en place des normes.
Alors ici maintenant, la deuxième ligne de défense peut maintenant mettre en place des normes. Peut dire désormais, toute personne qui travaille dans le secteur du maïs, ou tous nos clients qui sont dans le secteur du maïs, s'ils viennent solliciter un crédit chez nous, on ne peut pas leur donner un crédit dépassant un tel montant parce que c'est un secteur qui court déjà des risques. N'est-ce pas là? La deuxième ligne de défense a établi des normes, ok, pour gérer ces risques. Et quand la deuxième ligne de défense établit les normes, maintenant c'est les personnels qui doivent appliquer. Si les personnels n'appliquent pas, la troisième ligne de défense maintenant intervient pour sanctionner les personnels, l'inspection. Vous voyez comment on a détecté un risque, des risques stratégiques. C'est-à-dire que tous les marchés extérieurs attaquent la banque. Tout ce qui peut se marcher au niveau peut se passer au niveau des Schenchard, des Thomson, tout ce qui peut se passer au niveau des Braises, tout, ça frappe aussi la banque. Et la banque est exposée à ce type de risques. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que la gestion des banques était différente à celle des autres entreprises, car la gestion des banques gère aussi indirectement d'autres entreprises. Parce que toutes ces entreprises-là, leurs activités concourent à des liquidités, à des fiduciaires, à l'argent, n'est-ce pas? Alors l'argent là, c'est nous qui les gérons. Mais la tendance de cet argent-là peut aussi nous mettre en difficulté. Parfois les prix changent, parfois le prix augmente. C'est quand Bukaramalo va mettre le maïs avec ces prix-là trop bas, est-ce que nos clients vendront comme d'habitude? Non. Et si ces clients avaient des crédits qui remboursaient vers la banque, c'est aussi un problème pour la banque. Ils ne vont pas rembourser comme ils remboursaient auparavant. C'est un problème pour la banque. Ce sont là les risques stratégiques. Et ces risques sont gérés. La banque doit analyser continuellement, de façon illimitée, l'environnement pour gérer les risques stratégiques. En maintenant, on dit en maintenant un vaste réseau de relations. C'est-à-dire que les agents faisant partie de la gestion du risque de la banque, ils sont parfois sur terrain. Vous allez voir quelqu'un là qui est sur terrain en train de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des braises, comment est-ce qu'on importe les braises, on les vend, comment. Ils doivent savoir tout ce qui se passe dans les marchés. Ils maintiennent des réseaux pour savoir tout ce qui se passe dans les marchés. Parce que ces marchés peuvent frapper indirectement la banque. Le deuxième type de risque ici, ce sont les risques dits risques opérationnels. Les risques appelés risques opérationnels. Alors pour les risques opérationnels, on ne va pas aller trop loin. On doit comprendre que les risques opérationnels, ce sont des risques qui en découlent des facteurs internes. C'est-à-dire que ce sont des risques qui sont dus à une défaillance ou une incompétence du personnel placé par la banque. Si le personnel est incompétent, ok, alors la banque court des risques qui sont opérationnels. On a donné un exemple de risque opérationnel hier lorsque j'étais allé dans une banque pour faire un dépôt, n'est-ce pas? C'est ça un risque opérationnel. C'est ça un risque opérationnel. Un personnel incompétent, ok, qui ne sait pas contrôler son service, il peut mettre la banque en danger, n'est-ce pas? De telles actions vont mettre la banque en danger. Ce sont des risques que la banque court. Les risques opérationnels sont des risques qui en découlent des facteurs internes. On dit ici les risques opérationnels sont des risques attribuables à des personnes internes, à des processus ou des systèmes internes inadéquats. Si nous avons un système interne inadéquat, nous courons aussi des risques. Ou ici, ces risques opérationnels sont dus aux défaillances du personnel, ou l'incapacité ou l'incompétence du personnel. Et la banque doit employer des personnels compétents, des personnels bien formés, afin de pallier aux risques opérationnels. Ce sont des risques sur les opérations, et les opérations, c'est nous qui les faisons. Donc, ce sont des risques qui en découlent des facteurs externes, internes plutôt. C'est nous qui pouvons mettre la banque en difficulté par rapport à ces risques. Troisième type de risque ici, nous parlons de risque financier. D'ailleurs, les types de risques que notre manuel développe le plus. Les risques financiers. Nous devons savoir aussi que les risques financiers se rapportent aux pertes financières. Ça va, pouvant en découler des risques de crédit, lorsqu'on donne des crédits aux clients, et des marchés des liquidités ou des devises. Donc les risques financiers se rapportent aux pertes financières pouvant découler des risques de crédit et des marchés des liquidités. C'est ça les risques que développe notre manuel. Et nous allons y revenir. Mais parlons d'abord des quatrième type de risques. Les risques
environnementaux et liés au climat. Quatrième type de risque. Les risques environnementaux et liés au climat et de coordination et de conjonction. Les risques environnementaux et liés au climat. On dit que ces risques ont été ajoutés, ces risques ont été récemment, voilà, la littérature nous dit, ces risques ont été récemment ajoutés à la taxonomie des risques institutionnels. Quand on parle de la taxonomie ici, on voit la classification, voilà. Ces risques ont récemment été ajoutés à la taxonomie des risques institutionnels, les risques environnementaux. Mais si nous comprenons un peu bien, les risques environnementaux aussi, moi personnellement, quant à moi, je peux dire aussi que les risques environnementaux, c'est en quelque sorte aussi les risques stratégiques. Ça peut être aussi les diminutifs des risques stratégiques, parce que ça en découle évidemment aussi des facteurs externes. Et ça a été ajouté nouvellement par de nouvelles études. Moi, je pense que ce sont les risques stratégiques aussi. Parce que quand on parle de risques environnementaux et liés au climat, c'est-à-dire qu'on voit des risques environnementaux et puis qui sont liés également au climat. Parce que les climats changent aussi la forme du marché, n'est-ce pas? Vous savez que quand nous sommes dans le printemps, qu'est-ce qui se vend dans le printemps? Parce que nous sommes à l'été, à l'hiver. Comment est-ce que les activités marchent pendant chaque période climatique, n'est-ce pas? Alors les risques sur les activités par rapport aux périodes climatiques touchent aussi la banque. Mais les risques environnementaux aussi, on peut également voir des risques naturels, par exemple, des catastrophes naturelles. On peut voir des inondations en masse. Ce sont des risques, n'est-ce pas? On peut avoir des clients qui nous doivent des crédits, mais ces clients sont inondés. Ou les clients ont connu un séisme, comme on a vu les séismes au niveau de l'Haïti. Les séismes qui durent généralement 3 secondes, 2 secondes, mais à l'Haïti qui a fait plus de 60 secondes. Où tous les pays, même les hôtels du gouvernement étaient effondrés. Nous connaissons un peu cette histoire, n'est-ce pas? Qui a choqué les mondes. L'histoire des risques environnementaux. Et pour ce type de risque, par exemple, où a été choqué les mondes avec l'Haïti, ça, la banque n'intervient pas. Ce sont des risques où on laisse l'apanage à la communauté internationale, cette fois-ci, pour intervenir. Parce qu'elle-même aussi, la banque est effondrée pour ce type de risque. Alors, nous allons maintenant revenir dans les manuels pour parler maintenant de la gestion du risque financier.